On va démarrer. Bonjour à Bonjour. tous. Je me présente, donc Caroline, directrice marketing chez Ubigreen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par nos deux intervenants du jour. Bonjour Sylvain. Vous m'entendez Sylvain? Il y a le micro. Je pense qu'il y a un petit souci de Oui, tout à micro. fait. Ah voilà. Et ben voilà. On n'avait pas entendu. Bonjour Sylvain, comment ça va? Très bien, merci. Vous aussi? Très bien, merci. Je vous laisse vous présenter en quelques mots très rapidement. Je pense que vous m'entendez pas, Sylvain. On a un petit oui. Oui, alors moi je suis Sylvain Moreau, je suis consultant, je délivre euh, selon la méthode officielle et je suis spécialisé en comptabilité carbone analytique qui permet d'avoir des bilans carbone beaucoup plus précis. Voilà, nous aurons l'occasion d'échanger sur ce sujet dans le cadre de ce webinaire. Tout à fait, merci Sylvain. Et je vous présente notre second intervenant. Bonjour Jean-François, comment ça va? Bonjour à tous les deux, ça va très très bien. Et bonjour à Super. tous, êtes à l'écoute. Et Ouais, moi, je m'occupe super. Donc, effectivement de la partie suivi énergétique, bilan carbone pour la Ubigreen. Voilà. pour Ubigreen, du côté Ubigreen, tout à fait. Donc, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Ubigreen qui est dédié à la performance carbone et énergétique. Nous allons voir plus précisément lors de ce webinaire l'importance en fait du bilan carbone et de la nécessité de maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi toute la partie consommation énergétique. Et on va aussi apporter une importance à voir comment on peut l'améliorer. En tout cas, on va délivrer nos conseils à travers notre expertise, comment améliorer sa performance énergétique et GES. Et il devient, selon nous, indispensable de se doter d'un outil de collecte automatisée de données, de manière à pouvoir suivre ses consommations énergétiques et ses émissions GES pour atteindre, par exemple, tous ces objectifs réglementaires, notamment celui du décret tertiaire, avec un premier jalon très fort en 2030. Je vous propose au programme de ce webinaire, donc pour démarrer, de voir quels sont les enjeux qui se cachent derrière ces objectifs de transition bas carbone, voire neutralité carbone, par où, comment et pourquoi se lancer, quelles sont les différentes étapes à suivre. Et puis, nous irons un peu plus dans le détail, d'un point de vue plus pratico-pratique et pragmatique, sur la comptabilité carbone analytique, les avantages d'un tel outil et comment centraliser toutes ces données et mettre en place un plan d'action et suivre toute cette performance énergétique et GES à travers un outil, par exemple, comme celui du Ubigreen. Je laisse la parole dès à présent à Sylvain. Alors, tout d'abord, pour faire une guide d'introduction sur le sujet du bilan carbone, c'est de savoir pourquoi on fait ça et pourquoi il faut décarboner nos vies. Tout d'abord, vous voyez ici les gaz à effet de serre sont essentiels à la vie sur Terre. Hein. Sans les gaz à effet de serre, il ferait moins 18 degrés sur Terre. Ce sont les gaz à effet de serre qui ont toujours été présents sur Terre, qui permettent d'avoir une cloche et donc de capturer le rayonnement du soleil, sinon tout repartirait dans l'atmosphère. Donc, ces gaz sont essentiels, mais l'ère industrielle a fait augmenter très fortement ces gaz à effet de serre et donc réchauffe plus vite que ce que la planète peut contenir, peut subir que ça devrait être. Donc, si on revient juste sur la slide d'avant, pardon. Ça y est. Oui, alors donc les objectifs climatiques, c'est donc avec l'accord de Paris, donc c'est de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés à 2100 par rapport à l'ère de 1850-1900, l'ère pré-industrielle. Réduire les émissions
de gaz à effet de serre, c'est donc nécessaire. Donc, au niveau européen, depuis 90, ils ont déjà baissé, c'est les chiffres de droite, de 30%. Donc, pour 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, demain, eh bien, c'est de diminuer de moins 55% en Europe et moins 40% en France. Voilà. Donc, quels sont les gaz à effet de serre? On peut passer sur l'autre slide. Voilà. Donc, 75% des émissions de gaz à effet de serre concernent le dioxyde de carbone, le CO2. Donc, vous voyez l'origine aussi à droite dans le tableau, hein, combustion d'énergie fossile, production de ciment, déforestation. Et après vient ensuite le méthane qui est principalement lié à l'agriculture et à l'élevage, les protoxydes d'azote et les gaz fluorés dans une plus petite part. Tout ceci, tous ces gaz-là rentrent en compte dans un bilan carbone, mais tout est remis en équivalent de CO2. Voilà, il y a un ratio qui fait qu'on ramène tout au CO2 pour que l'on soit sur comme c'est le gaz le plus important, mais pas le plus émissif et pas le plus réchauffant. Le méthane, par exemple, est 25 fois plus réchauffant que le CO2. Donc, on ramène tout en équivalent de CO2. C'est l'unité que l'on va avoir dans le bilan carbone. Quelle est la répartition des gaz à effet de serre par secteur? Donc, ici, je vous ai mis en 2022 qu'il y a eu 403 millions de tonnes de CO2 émis en France. Donc là, on est sur les émissions par secteur en France, avec la majorité dans le transport, un tiers des émissions, puis vient l'agriculture, l'industrie, et ensuite l'usage des bâtiments, l'industrie de l'énergie. Et on voit aussi, donc, entre 90 et 2022, l'évolution qu'il y a eu, donc toujours sur la partie de gauche, avec le transport qui a augmenté de 5% et quand même des réductions qui a eu lieu sur les autres secteurs. Sur à droite, c'est la projection à 2030. Il faut émettre 270 millions de tonnes de CO2 en France. Donc, vous avez les carrés qui représentent le carré global, par exemple le transport en rouge. Le rouge foncé plus le hachuré, c'est l'émission actuelle. Et en fait, il faudrait enlever tout ce qui est hachuré pour arriver en 2030. Donc, vous voyez, dans le transport, réduction de 30%, industrie, pareil, 30%, etc. Donc, tout ce qui est hachuré fait qu'on doit diminuer nos émissions de gaz à effet de serre en 2030. Sur l'autre slide, pourquoi réaliser un bilan carbone? Donc là, on va vous proposer un sondage que Caroline va lancer pour voir si vous avez déjà effectué un bilan carbone ou si cela est en cours ou si cela n'est pas prévu. Donc, je vous laisse répondre. Cela nous permettra de voir un peu. Et Caroline va nous donner les résultats. Les résultats. A priori, alors ça continue à voter, ça y est, tout le monde a voté. Et alors, à la question, avez-vous déjà réalisé un bilan carbone? 25% des répondants ont répondu oui, c'est déjà fait. 25% oui, c'est en cours. 25% non, mes affaires. Et 25% non, pas du tout. D'accord. Et il y a eu 57% des personnes qui ont voté sur les participants. D'accord, merci. Merci beaucoup. Donc, on va revenir sur les raisons de pourquoi faire un bilan carbone. Donc, tout d'abord, je ne vois pas. Voilà. Oui, Faire parce face que à l'urgence climatique. On vous entend plus, Sylvain. Ça, c'est le plus important, hein, comme on l'a vu, c'est limiter les émissions de gaz à effet de serre, mettre en place sa responsabilité sociétale de l'entreprise, sa RSE, donc ça rentre dans le cadre effectivement de la RSE. Hein. La RSE, ce n'est pas que l'environnement, hein, c'est cette question centrale. L'environnement n'est qu'une des questions centrales, mais le bilan carbone rentre là-dedans. Localiser ces émissions de gaz à effet de serre pour savoir justement ou cibler pour les réduire. Donc après, ça permet de mettre en place une stratégie bas carbone et de se mettre en action. L'autre raison ensuite, c'est pour
communiquer, faire voir aussi que l'on est en avance sur ce sujet-là, qu'on a déjà commencé les choses, donc promouvoir ses engagements. Les autres sujets peuvent être financiers pour obtenir des financements bancaires ou publics, sachant que certaines banques maintenant encouragent à faire des bilans carbone et certains organismes comme des régions peuvent imposer, ou BPI France, peuvent imposer d'avoir des trajectoires de décarbonation. Ça permet également de réduire ses coûts opérationnels. On estime que de pouvoir réduire ses émissions de gaz à effet de serre, avoir des démarches plus vertueuses, ça permet de réduire ses coûts opérationnels. Et puis, dans un dernier temps, parce que le réglementaire évidemment contraint, mais c'est pas forcément la motivation la plus vertueuse, mais répondre aux obligations réglementaires avec le BEGES, la DPEF, les décrets tertiaires, les décrets BAX dont on parle souvent avec UbiGreen, la CSRD dont on va parler sur la prochaine diapositive, et aussi les réglementations ICPE, par exemple, les restrictions qu'il peut y avoir sur l'usage de l'eau. Donc, ça rentre en compte dans toutes ces mesures-là d'avoir une démarche stratégique. On va faire un zoom sur la CSRD et le calendrier de déploiement parce que c'est ce qui va toucher, c'est la réglementation qui est en plein boom ces derniers mois et qui va toucher en 2025 les entreprises qui vont devoir faire un nouveau rapport de durabilité sur des données de 2024. Donc, les entreprises concernées pour l'instant sont celles qui sont déjà concernées par la DPEF, par la norme NFRD. Donc, les entreprises de plus de 500 salariés et plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 25 millions d'euros de total bilan. Et ensuite, au fur et à mesure des années, il y a d'autres entreprises. Donc, vous voyez, je ne vais pas tous les dire à l'oral, mais au fur et à mesure des années, eh bien, toutes les entreprises, la plupart des entreprises, pardon, les grosses entreprises, vont devoir rapporter sur des données avec une norme CSRD, avec des normes qui sont comprises dans la CSRD, qu'on appelle les ESRS. La première norme sur le climat, qui comprend le bilan carbone à l'intérieur, mais il y a d'autres ESRS sur la biodiversité, comment mon entreprise impacte la biodiversité, par exemple. Donc, je rentre pas en détail dans la CSRD, mais c'est un débat en plus, puisque toute la chaîne de valeur est concernée. Donc, une grosse entreprise qui a des fournisseurs qui peuvent être des sous-traitants de plus petite taille, eh bien, vont devoir montrer qu'elles sont en trajectoire de décarbonation elles aussi. Donc, ensuite, sur qu'est-ce qu'un bilan carbone? Donc, le bilan carbone, c'est une méthodologie développée par l'ADEME qui permet de comptabiliser la totalité des émissions de gaz à effet de serre dont dépend une organisation afin de connaître son impact environnemental et sa vulnérabilité aux enjeux liés à l'énergie et au climat. Donc, c'est vraiment une méthodologie officielle. Il y a 2 formations qui sont délivrées par l'Institut de formation carbone, le seul institut de formation. Donc, vos consultants et cabinets doivent être habilités par avoir fait cette formation pour pouvoir délivrer des bilans carbone. Ça se passe en 5 étapes. Une définition des objectifs on nomme un pilote de projet dans l'entreprise. On définit les objectifs que l'on veut donner au bilan carbone. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et il y a une partie sensibilisation aux enjeux énergie et climat qui est peut-être la partie la plus importante puisque de là, la sensibilisation a toujours un effet boule de neige. Si on sensibilise les salariés, ça va avoir un effet aussi sur leur comportement individuel. Et donc, c'est très important cette partie sensibilisation. Et aussi, ça permet de responsabiliser pour avoir des plans d'action beaucoup plus impactants. Dans le deuxième temps, donc, on regarde le périmètre, on fait une cartographie des flux sur le périmètre organisationnel de l'entreprise, opérationnel aussi, qui n'est pas forcément le même, et le temporel. Alors, on mesure un bilan carbone sur une année, donc il faut voir sur quel exercice on le mesure. La troisième étape,
concerne la collecte, et ça c'est et l'exploitation des données. Donc la collecte des données, c'est ce qui prend le plus de temps dans une entreprise, puisque le consultant va être là pour piloter le projet de l'extérieur, mais la collecte des données revient à l'entreprise. Donc différents services vont être sollicités. La comptabilité, certes, parce qu'il y a besoin de travailler, on va le voir sur les comptes comptables, sur les factures, mais d'autres services avec des données qui sont plutôt des données d'activité. La quatrième étape, c'est les plans d'action. Donc, on co-construit avec l'entreprise un plan d'action et on regarde qu'est-ce que sera mon entreprise dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec une vision de transition sur le bas carbone. Et ensuite, il y a une partie synthèse de la démarche avec un rapport, un rapport bilan carbone, un rapport d'amélioration et une restitution finale qui se fait devant le comité de pilotage dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une méthodologie normée. Le diagnostic carbone action de BPI France qui permet d'être subventionné pour une entreprise en dessous de 250 salariés. Donc, au lieu de 10 000 euros, ça coûte 4 000 euros. Et entre 250 et 500 salariés, ça coûte pour l'entreprise 6 000 euros. C'est une démarche qui dure 12 jours et étalée sur 4 à 6 mois. C'est un peu long, mais c'est le temps qu'il faut pour que tout le monde soit bien sensibilisé et qu'on fasse les choses dans le temps et qu'on ne fasse pas juste un bilan carbone pour faire de la collecte. Donc, à quoi sert le bilan carbone? Je vous ai mis une cartographie de flux d'une standard, d'une entreprise standard, mais qui pourrait être autre chose, bien sûr, avec une usine et une distribution de produits vers un client final, avec des bureaux et des fournisseurs. Donc, tout d'abord, on fait une cartographie des émissions. Et donc là, on va voir les différents qu'il y a en émissions de gaz à effet de serre. Donc, on verra tout à l'heure les différents postes. Mais donc, vous voyez, là, on va directement identifier où est-ce que sont les sources de gaz à effet de serre dans mon entreprise, dans le fonctionnement de mon entreprise. On va ensuite coupler ça avec des vulnérabilités. Et donc, par exemple, l'institution d'une taxe carbone, la hausse des matières premières, la hausse des hydrocarbures, la hausse de l'énergie, eh bien, on va voir où est-ce que l'entreprise, justement, va rentrer en vulnérabilité. Et donc, là aussi, c'est ce qui fait l'atout du bilan carbone, c'est qu'on va plus loin que simplement de collecter et de dire c'est tant de CO2, on va aller réfléchir sur la stratégie de l'entreprise. Ce qui permet donc une maîtrise des risques. Maîtriser ces risques, c'est important. Les assureurs sont de plus en plus vigilants à ça, et surtout sur le risque climatique et sur les risques stratégiques. Et ça permet d'avoir une pérennité également, puisque un fournisseur demain qui ne peut plus nous livrer d'une matière première dans 5 ans, dans 10 ans, parce que les conditions climatiques ne sont pas bonnes ou parce qu'il y a telle ou telle raison qui font que le changement climatique a un impact, c'est important. Et c'est d'autant plus important sur la chaîne de valeur. Est-ce que le fournisseur de mon fournisseur peut répondre à mon besoin? Est-ce que je vais être dans l'impasse? C'est important de se poser des questions-là. Et le bilan carbone est complémentaire à la CSRD pour ça, parce qu'on se questionne sur la stratégie de l'entreprise. Que prend-on en compte? Donc là, on a vu la cartographie précédente sur une entreprise type. Alors, il y a les différents scopes, les scopes 1, 2 et 3 qui ont été remplacés depuis 2023 par 6 catégories d'émissions. Alors, on a toujours les scopes 1 et 2 qui concernent, vous voyez, l'entreprise est au centre, qui concerne la consommation d'énergie par les bâtiments, aussi par le transport. Donc, le scope 1, on va être tout ce qui est l'impact, la combustion d'énergie. Le scope 2, c'est tout ce qui est indirect, c'est tout ce qui est production de l'énergie en amont. Donc ça, c'est ce qui était obligatoire dans le bilan d'émissions de gaz à effet de serre auparavant, scope 1 et 2. Maintenant, les 3 scopes sont obligatoires. On a une vision beaucoup plus large. On va avoir la catégorie 3 qui est en marron avec tout ce qui est transport, les déplacements domicile-travail, les clients, les transports de marchandises à l'amont, le transport de marchandises en aval et aussi les déplacements professionnels qu'il peut y avoir dans l'entreprise.
La catégorie 4 concerne tout ce qui est acheté, donc les achats de biens et services nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Il y a aussi la sous-traitance, évidemment, puisque ça rentre dans le périmètre opérationnel de l'entreprise. Tout ce qui est les immobilisations de biens. La catégorie 5, c'est tout ce qui est utilisation du produit vendu. Donc là, l'énergie utilisée par mon produit et quelle est sa fin de vie, est-ce qu'elle est recyclée ou non. Et la catégorie 6, enfin, c'est la gestion des déchets au niveau de mon entreprise, les déchets de mon entreprise. Là, on voit avec ce schéma-là que beaucoup de sujets sont concernés, beaucoup de services sont concernés. Par exemple, sur les déplacements domicile-travail, on va avoir des consultations avec le CSE pour un plan de mobilité. Sur les achats de biens et services, on va aller sur une politique d'achat responsable. Est-ce que ce que je fais, le produit que je fais, est-ce qu'il est dans une démarche d'éco-conception? Et donc, du coup, sur l'utilisation du produit et sa fin de vie, est-ce que j'utilise des produits, des matières premières vertueuses qui sont en matière recyclée, par exemple? Est-ce que je me pose la question de sa mise en déchet? Les transports de marchandises également, comment vient ma marchandise? Donc, il y a plein de sujets, l'immobilisation de biens aussi, le service financier va dire, bah, tiens, voilà, est-ce que j'achète tel ou tel bien en fonction de son impact? Beaucoup d'entreprises, de services vont être sollicités et vont réfléchir aussi à comment améliorer les choses. Un bilan carbone, le reporting générique, donc ça se trouve avec les différents postes d'émission qu'on a dit, avec simplement les pourcentages qu'il y a répartis dans l'entreprise. Donc là, on retrouve les postes d'émission et un exemple de répartition. Mais c'est pas très précis, on peut pas forcément aller dans la donnée. Donc, comment être plus précis? Moi, j'utilise la méthode de la comptabilité carbone analytique. Donc, c'est un mélange de contrôle de gestion et de comptabilité carbone. On se sert du plan comptable, donc les différents comptes qu'il y a ici, ou en tout cas pas forcément. On ne vous entend plus, Sylvain. Les comptes, certes, mais la plupart du temps des données d'activité. 90% du temps, on va aller sur les factures, on va voir les premières, des kilowattheures utilisés. Donc, le principal, c'est d'aller dans les factures, d'aller chercher les données d'activité pour être plus précis. On couple ça au plan analytique de l'entreprise par service. Donc, vous voyez, là, par exemple, sur le cadre, il y a les différents services, achat, direction informatique, etc. Et on peut aller aussi découper par d'autres analytiques comme par équipe, par site, par projet, par chantier, par produit vendu, par famille de produits. C'est le découpage qui permet un bilan carbone beaucoup plus précis. Ça donne lieu donc ensuite à un bilan carbone analytique, où là, en fait, au lieu d'avoir un bilan carbone général, c'est comme en fait une compta générale et une compta analytique. On va pouvoir analyser les choses et donc être beaucoup plus précis. Ça a 3 objectifs. C'est être exhaustif et précis pour identifier les causes d'émissions. 2, utiliser le référentiel de l'entreprise. Donc là, comme ça, les opérationnels comprennent beaucoup mieux l'information. Et ça permet d'avoir des reportings précis et des plans d'action beaucoup plus ciblés. Lorsque vous allez dans une entreprise et que vous avez un bilan carbone classique et que vous leur dites, bon, bah là, il faut diminuer les déplacements c'est 46% par exemple d'émissions de gaz à effet de serre, mais on ne sait pas où. Là, ici, on va pouvoir cibler les émissions de gaz à effet de serre et de savoir où agir. Ça donne des reportings, comme vous voyez, là, on va avoir un exemple de reporting avec à gauche différents filtres qui peuvent être faits. On paramètre donc dans les périmètres des équipes, des activités, des sites, des projets, etc. On peut faire aussi des bâtiments. Donc là, par exemple, ce bâtiment-là, on a une répartition avec les déchets, l'électricité, l'amortissement des sites, la climatisation. Ça pourrait être d'autres choses, d'autres découpages. C'est à volonté de l'entreprise. Il y a un autre exemple également, par exemple, là, sur des chantiers, par exemple, un chantier qui a été fait à Dunkerque, eh bien, on va voir les émissions qui sont liées à ce chantier-là. Donc, c'est aussi important pour fournir à son client des informations et de dire, voilà, tel chantier, il a émis tant de gaz à effet de serre et vous pouvez aussi vous reporter cela en boule de neige dans votre reporting. C'est beaucoup plus intéressant pour le client également.
Et donc, les plans d'action, effectivement, sur l'autre slide. Donc, au lieu d'avoir un plan sur 16 000 tonnes, par exemple, ici, de la direction générale d'une entreprise, eh bien, on va avoir un découpage, comme on l'a pu avoir auparavant, avec les différentes directions. Et donc, chaque direction va avoir, la direction technique, la direction commerciale, administrative, etc., va avoir son découpage d'émissions de CO2. On va avoir un responsable d'émission et donc un plan de transition qui va être personnalisé et ça va permettre de responsabiliser les personnes dans l'entreprise et d'être beaucoup plus dans une phase de coopération et pas simplement rester sur le comité RSE ou le comité de pilotage. Voilà. Tout ça pour vous dire que pour passer du constat à l'action, il y a donc où agir précisément. Donc là, c'est la question que l'on se pose avec une compta générale, par exemple, et avec une comptabilité analytique. Eh bien, avec un contrôle de gestion, on peut aller beaucoup plus précis dans l'information. Le bilan carbone classique, certes, il va nous donner, et c'est tant mieux si on le fait, et c'est le principal de faire un bilan carbone, il va nous donner une photo. Mais le bilan carbone analytique peut aller plus loin et donc va nous donner des informations beaucoup plus précises. Pour cela, comme je vous ai dit, on va aller chercher des informations. Et donc, au lieu d'avoir simplement des totals de factures, le mesure globale, et c'est là où je fais le lien avec UbiGreen, c'est que des mesures beaucoup plus précises avec des compteurs dégroupés par exemple ou d'autres aspects que Jean-François a présenté après, eh bien, on va pouvoir faire un bilan carbone beaucoup plus précis également. Et les factures, comme je dis, mesures, factures, avoir des explications de chiffres, ça permet d'avoir des choses beaucoup plus impactantes. Voilà, donc je laisse Jean-François présenter ensuite UbiGreen et vous allez voir le lien qu'il peut y avoir avec le bilan carbone. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette explication. N'hésitez pas, je n'ai pas précisé, en effet, si vous avez des questions qui surviennent tout au long de cette présentation, à poser vos questions dans la partie de chat. On y répondra en fin de session. On va dédier une petite dizaine, quinzaine de minutes à répondre à vos différentes questions. Allez, on passe maintenant sur la partie démonstration de la solution UbiGreen. Voilà, donc je vais essayer de vous illustrer un petit peu la solution UbiGreen, qui est une solution de suivi énergétique et qui inclut dans cette solution globale de suivi énergétique un module, par exemple, pour le décret tertiaire, avec toutes les activités, process liés au décret tertiaire, mais aussi un module carbone qui va permettre effectivement de gérer toutes les données autour de la dimension bâtimentaire, énergétique, environnementale des patrimoines de nos clients. C'est vraiment l'approche finalement que nous demandent nos clients, c'est de pouvoir suivre les énergies, les fluides au sens large même, et dans des approches réglementaires différentes, à la fois décret tertiaire pour les bâtiments qui sont soumis, mais aussi pour toute la dimension carbone que vient d'exposer Sylvain. Alors pour ça, le slide présente en fait les différents composants qu'on peut injecter, structurer dans la plateforme. Le premier évident, c'est toutes les factures fournisseurs. Alors, toutes les factures fournisseurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement être capable d'avoir des liens électroniques avec les fournisseurs majeurs aujourd'hui d'énergie en France notamment, mais pas que en France, mais en tout cas sur le périmètre français, d'avoir finalement 90% ou 95% en flux volume des fournisseurs qui sont connectés électroniquement à la plateforme. Ça, c'est un point essentiel. Je rebondis sur le propos de Sylvain tout à l'heure. C'est effectivement, il y a plein de sources de données à aller collecter. Le but de la plateforme et finalement l'épine dans le pied que va retirer une plateforme de suivi énergétique et avec son module carbone, c'est d'aller récupérer les données de facture qui vont bien. C'est d'aller aussi récupérer en haut là, les aspects consommation, consommation générale auprès d'Enedis et GRDF. Et là encore, on va parler de liens électroniques avec Enedis et GRDF pour récupérer de façon fine, détaillée, mais aussi être capable d'avoir une vision macro, les données de consommation. Donc ça, c'est un point essentiel. Récupérer aussi des données de consommation par usage. Ce qu'a évoqué aussi Sylvain, c'est être capable d'aller plus loin sur j'ai un usage particulier sur un chantier, un process, un bâtiment particulier ou un usage particulier bâtimentaire. Je vais pouvoir aussi récupérer, télé-relever ces éléments-là avec la plateforme. Et puis, il y a toutes les données
autour finalement, hein, et qui seront explicatives aussi par rapport à l'analytique que l'on va faire sur les consommations et donc le calcul de carbone. C'est les données météo, c'est les données d'activité et données techniques qui sont très importantes par rapport effectivement à cette dimension aussi carbone, hein. Donc c'est injecter dans la plateforme les données qui vont bien pour pouvoir après avoir un référentiel structuré pour faire des analyses, faire des tableaux de bord, mettre sous contrôle les consommations. Alors on dit consommation, mais ça peut être aussi les coûts, hein, ou alors la dimension carbone. Ah, attention, j'ai une alerte par rapport à tel bâtiment qui dépasse l'objectif carbone qui lui était demandé, hein. Donc là, on peut aller effectivement avec de multiples dimensions dès l'instant où on s'appuie sur un référentiel structuré et bien alimenté, hein, fiable en termes de remontée de données, hein. C'est pour ça qu'on évite absolument tout ce qui est scan OCR de factures, par exemple, hein, parce que le niveau de fiabilité n'est pas suffisant pour pouvoir avoir vraiment les bonnes données dans les bonnes cases, hein, si je puis dire comme ça. Et puis derrière, effectivement, c'est pouvoir sortir les informations de ce système. Donc là, le point clé, hein, c'est effectivement cette collecte des données, hein. C'est faire en sorte d'avoir des données fiables, contrôlées, hein, d'être sûr qu'effectivement, je ne vais pas avoir de trous dans la raquette, si je puis dire. Il me manque des factures, il me manque des éléments. C'est faire en sorte d'avoir vraiment ces données fiables pour pouvoir traiter le plus finement possible le gaz, le calcul de GES par énergie. Et adapter aussi les coefficients carbone par rapport à chacun des points de mesure. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est j'ai un contrat gaz avec un fournisseur, il y a une part là-dedans de gaz vert, effectivement, le coefficient carbone va être différent de mon contrat avec le fournisseur précédent ou du contrat précédent que j'avais avec le même fournisseur. Donc ça, c'est des choses que l'on met dans la plateforme. La plateforme va faire les calculs entre la consommation et l'équivalent gaz à effet de serre ou l'équivalent carbone, hein. Donc c'est adapter effectivement les coefficients carbone par point de mesure, par bâtiment et par contrat fournisseur, hein, puisque effectivement, voilà, entre un réseau de chaleur et une arrivée gaz, ça peut être complètement différent et le réseau de chaleur lui-même peut avoir des valeurs de coefficient carbone différentes suivant sa nature et sa composition. Slide suivant, Caroline. Oui, là, on rebondit un petit peu sur le repositionner un peu par rapport à ce que vous a présenté Sylvain. Effectivement, le module carbone, la solution EBGreen va vous permettre de traiter les scopes 1 et 2, hein, tout ce qui est lié effectivement aux consommations énergétiques bâtimentaires et à la façon dont cette énergie a été est carbonée ou non, hein. Donc ça, ces éléments-là sont parfaitement traités. Certains de nos clients rajoutent aussi cette dimension sur la catégorie 6 de gestion des déchets, hein, saisie de leurs propres déchets. Je pense à l'hospitalier ou à certains process industriels, de manière à finalement profiter de la plateforme de collecte pour pouvoir avoir un référentiel structuré le plus large possible et préparer au maximum les éléments nécessaires au bilan carbone. Slide suivant. Et puis effectivement, hein, les deux autres points qui sont importants, c'est être capable de partir d'une situation de référence, hein, avec des objectifs pertinents, l'objectif coût, l'objectif consommation et l'objectif carbone. Quelquefois d'ailleurs, et on le voit même sur certains systèmes, hein, puisque certains systèmes vous proposent de faire des systèmes bi-énergie, par exemple, hein, je pense au système hybride, électrique ou PAC ou PAC et gaz, où on vous propose de faire une optimisation, soit pour minimiser le gaz à effet de serre, soit pour minimiser les coûts, soit pour minimiser les consommations. Donc tout ça se rejoint complètement quelque part, hein. Et l'idée du module carbone, c'est vraiment de pouvoir donner cette visibilité sur, par fluide, l'empreinte carbone, de pouvoir suivre tout ça, et puis bien entendu d'établir, comme le disait Sylvain, les plans d'action qui vont bien. Ces plans d'action d'ailleurs pouvant complètement matcher avec les plans d'action liés au décret tertiaire ou liés à une démarche ISO 50001. Hein, quelque part, on est dans le même focus, c'est il faut faire quelque chose parce qu'effectivement, il y a une urgence de plus en plus forte à réduire l'empreinte carbone. Et puis, bien entendu, là aussi, c'est tout l'intérêt d'avoir une plateforme un peu flexible, hein. C'est quand même, là aussi, ce que nous ont demandé nos clients, hein, c'est d'être capable de faire les tableaux de bord qui vont bien à tout un chacun, et en particulier avoir des tableaux de bord et des exports qui soient adaptés par rapport à cette dimension CO2. Et ça, je vais vous l'illustrer tout de suite à l'instant. Tout de suite, tout à fait. Du coup,
tu me laisses la main, c'est ça? Exactement, exactement. Alors, Je vais basculer tac, sur ça y est, ça va arriver dans quelques petites secondes. afficher mon écran. J'espère que C'est bon, c'est tout bon. Hop, ça. ça y est. Voilà. Donc là, je suis sur, je vais peut-être couper ma caméra juste le temps de la démo. Je suis sur effectivement la démo qui inclut le module carbone, hein, démo de suivi énergétique Ubigreen, qui inclut le module carbone. Et le premier point, le premier pilier essentiel finalement de ce logiciel de suivi énergétique et carbone, c'est de comprendre qui accède aux données et pourquoi. Hein, donc là, on a effectivement un accès qui peut être limité à la dimension carbone ou au contraire qui peut être pas que carbone, hein, kilowatts, suivi des consommations, etc. Donc les utilisateurs et l'accès aux utilisateurs se fait en fonction des profils des utilisateurs. Hein. Donc là, on peut définir autant de profils qu'on veut. Le responsable RSE, il voit éventuellement que la dimension carbone du périmètre qu'il concerne. Au contraire, un responsable de site verra à la fois la dimension carbone et la dimension des kilowatts consommés, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier point fondamental. C'est cet accès aux données qui peut être complètement finalement paramétré de façon très flexible et même par le client lui-même pour pouvoir accéder aux données et aux indicateurs associés qui vont bien. Hein, on va parler d'indicateurs de performance. Ici, j'ai quelques indicateurs qui sont très simples, hein, qui sont effectivement les consommations, qui sont le nombre de compteurs présents sur le périmètre dans lequel j'y suis. Mais on peut imaginer donc des indicateurs, vous allez en voir quelques-uns au fur et à mesure de ce que je vous présente, qui font des calculs proprement dit. Hein. Donc la plateforme va pouvoir faire des calculs avec les coefficients de conversion qui vont bien, avec des moyennes, avec des positionnements par rapport à des niveaux de référence cibles, etc. Deuxième point fondamental, c'est qu'ici, on va représenter en fait la gestion du patrimoine de façon plus ou moins complète et détaillée. Hein. Donc là, dans la démonstration, j'ai plein de sites différents. Si je vais sur un groupe de sites, vous voyez qu'ici, ça a diminué mon nombre et mon périmètre et ma consommation enregistrée. Donc là, sur mon écran, mon tableau de bord d'accueil, hein, c'est un exemple de tableau de bord, on va en voir d'autres. Sur ce tableau de bord d'accueil, vous voyez en fait que les données vont être complètement agrégées ou désagrégées en fonction de ce que je veux voir et du niveau où je me situe en fait dans mon patrimoine. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Là, on le voit sur la consommation d'énergie. On verra qu'on a la même chose aussi sur la partie carbone. Je vais pouvoir faire des comparaisons. Alors là aussi, comparer des consommations, des coûts, des émissions de carbone. Hein. Donc, je vais vraiment pouvoir voir ce que j'ai envie de voir en fonction de mes différentes comparaisons possibles. Hein. Donc, là, je compare des kilowattheures en énergie primaire par rapport au mètre carré. Si j'allais sur les coûts, j'irais comparer effectivement des coûts en montant, hein, facturés par rapport à mes mètres carrés, par exemple, hein, ce qui est une façon aussi de voir les choses. Et ici, vous voyez que je peux identifier tout de suite les bâtiments qui sortent de l'épure, hein, qui sont très loin, ou qui sont ou en montant ou en consommation. Ça peut être d'ailleurs différent suivant l'axe d'analyse concerné. Ici, je clique sur un des bâtiments, hein, et j'ai immédiatement effectivement là une vue, un autre tableau de bord quelque part, hein, qui me présente mes coûts par fluide, qui me présente là aussi une répartition sous forme de camembert, qui me représente ici les données. Hein, donc tout ça, en fait, tous ces tableaux de bord que je vous présente là sont complètement paramétrables en fonction de ce que j'ai envie de faire. Là, on le voit sur la dimension coût. Hein, je vais vous le montrer tout de suite sur la dimension carbone. Hein, vous allez avoir la même chose. Et cette fois-ci, cette dimension carbone, si je reprends mon même bâtiment, je vais avoir effectivement les émissions par fluide associées à mon bâtiment. Hein, donc, la plateforme, elle est là comme un gigantesque Rubik's Cube bien structuré qui va permettre de présenter finalement les facettes qui vont bien à chacun. Hein, ou au contraire, de présenter toutes les facettes à une même personne, suivant ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est important, cette capacité de comparer ce qui est comparable, de comparer même aussi un même bâtiment dans le temps par rapport à lui-même, hein, et de voir son évolution carbone, par exemple, vis-à-vis des actions qui auront été menées au fil du temps. Je vais pouvoir avoir aussi une approche cartographique, hein, et là, je vais avoir une approche cartographique, cette fois-ci par rapport à mes différents bâtiments. Et cette approche cartographique va me permettre
de regarder effectivement le positionnement de mes différents bâtiments. Alors, vous voyez que là, chaque bâtiment, il est décrit à la fois dans sa structure, il peut être décrit dans sa structure, dans son positionnement, dans sa station météo de référence, si on veut avoir des corrélations par rapport à la météo, qui est un facteur d'influence important. Et ici, il est représenté par rapport à sa dimension carbone. Et ici, positionné finalement un ratio paramétrable en fonction des kilogrammes de CO2 par mètre carré. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois une représentation en kilogrammes de CO2 émis proprement dit, ça c'est la taille du rond, et puis ici j'ai des niveaux de couleur en fonction des kilogrammes de CO2, cette fois-ci par mètre carré. Ça, je l'ai au niveau aussi bien du carbone, si je m'intéresse qu'au carbone, mais je pourrais l'avoir aussi au niveau de ma consommation, avec une représentation qui pourrait être différente, cette fois-ci avec des niveaux de couleurs différentes et avec évidemment des indicateurs qui soient différents. Là, c'est des kilowattheures par mètre carré de surface chauffée. Donc ça, c'est vraiment les points qui sont essentiels. Je suis capable effectivement d'avoir vraiment cette vision carbone, de comparer ce qui est comparable, d'analyser ce qui va bien, de pouvoir avoir aussi une vision très détaillée de ce qui m'arrive sur mes différents compteurs. Donc vous voyez que là, j'ai ce qui me vient d'Enedis, c'est plus la facture cette fois-ci qui me donne cette information détaillée sur ce que je consomme, et qui pourrait aussi en parallèle me donner aussi une information très détaillée sur l'équivalent CO2 associé. Donc là, j'ai venant d'Enedis ce qu'on appelle la courbe de charge avec les points 5 à 10 minutes qui vont bien. Et puis, je peux effectivement avoir des tableaux de bord dédiés au carbone. Ici, j'en ai un. Ce tableau de bord me montre en fait la décomposition. Et vous voyez que là, quand je me balade dessus, j'ai la décomposition suivant les types d'énergie en kilogrammes de CO2 qui sont associés. J'ai ici un diagramme sous forme de camembert par fluide. Là, c'est par organisation, suivant les typologies d'organisation. Et ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà de ces tableaux de bord et ces belles analyses que je vous présente, qui sont effectivement hyper simples à créer, ce qui est important, c'est ces données ne sont pas enfermées dans le système. C'est tout sauf enfermé. Là, si je prends l'exemple d'une analyse, mais c'est valable sur toute analyse, à chaque fois, on peut exporter en fait sous forme de tableau Excel les différentes données. Donc là, j'exporte mes émissions par fluide, je clique sur et j'ai immédiatement en fait mes données. Alors, ces capacités d'export ne sont pas limitées à l'export comme je viens de faire au niveau d'une analyse ou d'un tableau de bord. On a aussi des fonctionnalités de reporting qui vont permettre d'exporter des datas de synthèse en fait. Et là, je vous présente juste un exemple de report, de modèle de report avec des bilans global énergie par secteur, par type de bâtiment. Là, il y a de l'éclairage public et du bâtimentaire. Je vais avoir effectivement les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées, comment tout ça a évolué. Je vais avoir effectivement un rappel des différents coefficients qui sont utilisés pour ce calcul, et puis des comparaisons voilà, en kilowatts sur ce qui se passe en kilowatts, en CO2 et en euros. Donc les données, elles peuvent être exportées de façon plus ou moins détaillée suivant les analyses que l'on considère, ou par la fonctionnalité de report, être capable de les exporter de façon synthétique à des niveaux d'analyse. Voilà, le directeur de site reçoit son analyse systématique, énergétique et bilan carbone. Et de la même façon, on va savoir effectivement par rapport à ce que a déjà présenté Sylvain sur le CSRD, être capable d'exporter au format CSRD. Là, c'est en cours au niveau de tout ce qui est évolution de la plateforme chez nous, pouvoir exporter au format CSRD en fait toutes les données qui seraient dans la plateforme. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont essentiels. Et puis enfin, le dernier petit point que je voulais vous illustrer toujours dans cette logique, c'est cette notion de plan d'action qu'a évoqué Sylvain. Là, j'ai des plans d'action. Ces plans d'action, d'ailleurs, ils sont dans un module, ils sont associés ici dans un menu décret tertiaire, mais ça pourrait être des plans d'action, encore une fois, qui sont liés complètement déconnectés de la notion de décret tertiaire. Ces plans d'action ont des statuts, ces plans d'action vont avoir effectivement quelqu'un qui porte l'action, et puis on va avoir des coûts, des ROI, et puis pouvoir donner des objectifs en kilowattheure, en euros, en CO2, suivant ce que l'on a envie de représenter. Donc voilà un petit peu toute la logique. Une plateforme de suivi énergétique, déjà, elle n'est pas que énergétique, elle est multifluide. L'eau devient un facteur très très important aussi pour beaucoup de nos clients et viennent ajouter en fait cette dimension-là par rapport à du sous-comptage ou à prendre en compte les factures d'eau.
même si ça sort un peu aujourd'hui du scope carbone que l'on évoque, mais c'est des points importants. Et bien entendu, tout ce qui est réglementaire, décret tertiaire, carbone, qui sont vraiment des points essentiels. Voilà sur l'aspect démo. Caroline, je te laisse peut-être, je poursuis peut-être sur la fin de la présentation. Tout à fait. Hop, ça. 25. Voilà, je vous laisse en 2 minutes, et après, je voudrais vraiment qu'on ait le temps pour des questions-réponses. Quelques mots quand même, un tout petit peu de teasing sur la partie UbiGreen. Effectivement, la solution d'énergie management, elle est à la fois sur l'aspect sensibilisation à l'énergie et au gaz à effet de serre au sens large, parce que si on veut diminuer l'énergie, c'est pour diminuer effectivement ce que Sylvain a évoqué, c'est tout l'aspect dimension gaz à effet de serre. Tout ce qui est suivi de tout ça et faire en sorte de maintenir aussi en bon état de fonctionnement et d'exploitation le bâtimentaire dans cette approche énergétique et GES, les analyses qui vont bien là-dessus, être capable de reprendre les différents éléments de facture et de contrat d'énergie pour avoir les éléments par rapport à là aussi les gaz à effet de serre et d'avoir le suivi de tout ça aussi au niveau de sous-comptage. Là aussi, il ne s'agit pas de tout sous-compter, mais de compter les usages qui sont vraiment importants à suivre par rapport à cette dimension d'économie sonnante et trébuchante et d'économie évidemment de GES. UbiGreen, on a maintenant 12 ans d'existence. On représente un peu plus de 50 collaborateurs. Un site principal, Toulouse. J'insisterai juste là-dessus. Toulouse, où on retrouve toutes les équipes de développement logiciel. Il n'y a rien de sous-traité dans tout ce que je vous ai montré en termes de plateforme multi-clients, puisque tout le monde partage les versions successives de la plateforme. Et puis aussi d'hardware pour pouvoir reprendre, en fait, remonter en télé-relève les compteurs communicants éventuellement de sous-comptage d'usage particulier. Paris et Marseille étant les entités plutôt commerciales et marketing. On fait partie d'un groupe international qui s'appelle Planon, qui est vraiment centré sur la gestion immobilière au sens large. Et là-dedans, on est effectivement le maillon ESG, énergie, par rapport à toute la suite immobilière de logiciels qu'il propose. Et nos clients nous suivent depuis le début. On travaille avec eux main dans la main, si je puis dire. C'est vraiment ça, pour pouvoir définir les nouvelles fonctionnalités, suivre les actualités réglementaires ou anticiper même les actualités réglementaires dans bien des cas, pouvoir avoir effectivement un logiciel qui soit toujours à jour par rapport à tout ça. Et nos clients, voilà, tous partagent finalement, nos clients, cette problématique multiple, mais avec ce focus quand même important d'avoir des bâtiments durables et de minimiser à la fois la facture énergétique et l'empreinte gaz à effet de serre. Je te laisse reprendre la main, oui, merci beaucoup Jean-François pour toutes ces informations liées à tout ce qui a été présenté en amont par rapport au bilan carbone et comment on peut concrètement, avec un outil de collecte automatisé, pouvoir collecter le plus simplement possible les données, l'intégralité des données permettant de mettre ensuite un plan d'action et de suivre tout cela à travers un seul et même outil. Donc voilà, je regarde dans le chat. Alors, est-ce qu'on a quelques questions? J'en avais vu une sur, je reprends, sur le DPEF. Est-ce que la DPEF est obligatoire pour toutes les entreprises? Donc, DPEF est dans la déclaration de performance extra-financière. Est-ce que, Sylvain, je vous laisse répondre? Vous m'entendez? Oui, alors j'espère que vous allez m'entendre, sinon je vais couper ma caméra encore une fois. Si, c'est bon, on vous entend bien. Alors, la DPEF, effectivement, donc c'était l'ancien, c'était obligatoire avec la NFRD et je vous ai fait voir les différents seuils sur le calendrier. Mais aujourd'hui, à ce jour, c'est pour toute entreprise qui a plus de 500 salariés. Si elle est cotée, c'est ou 20 millions d'euros pour le total bilan ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Pour une société qui est non cotée, on va être sur des seuils de 100 millions d'euros de total bilan ou le chiffre d'affaires ou de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, on est quand même sur des sociétés importantes, mais qui ont un impact, encore une fois, sur toute la chaîne de valeur. D'accord. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est aujourd'hui, actuellement, et la CSRD est rentrée en vigueur à partir du 1er janvier avec les seuils que je vous ai fait voir tout à l'heure. Très bien, très clair. Et j'ai une autre question qui est toujours liée au DPEF. Quelle est la différence finalement entre le DPEF et le rapport RSE? Alors, la DPEF va avoir, et d'autant plus avec la CSRD, des contraintes importantes puisque il y a des normes en fait qui imposent de faire un reporting et donc d'avoir des data points, on appelle ça au niveau européen, et il y a beaucoup de points de données qui sont demandés. Donc des données chiffrées, mais aussi des données beaucoup plus textuelles, de mise en contexte, de justification. On va être sur une justification du business model, les risques qui sont liés à l'entreprise, l'impact de l'entreprise sur le changement climatique, l'impact du changement climatique sur l'activité de l'entreprise. Donc, on est vraiment sur des choses très normées avec un format de données à restituer qui est aussi fixe pour tout le monde au niveau européen pour que tout soit remonté dans un système. Alors que le rapport RSE, on va être sur des choses, donc quelque chose de facultatif, et on va être plus sur une valorisation des engagements. Alors, sur le développement durable, certes, mais sur cette question de la RSE, c'est aussi le comportement que j'ai avec mes fournisseurs, avec mes clients, le SAV. Ça va être aussi au niveau social, l'impact aussi si j'ai des partenariats avec des associations locales, sur la gouvernance, comment est-elle faite. Donc, on est sur la RSE, voilà, encore une fois, on prend bien cette question centrale et pas que environnement. Des fois, on cantonne la RSE à l'environnement. Et voilà, pensons bien que c'est la responsabilité sur la société de l'entreprise. Et RSE, il n'y a pas environnement à l'intérieur, il n'y a pas dans l'acronyme, c'est responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est qu'est-ce que mon entreprise a comme responsabilité sur la société. Voilà. Qu'est-ce qu'elle apporte. Très bien. Je regarde. Est-ce qu'on avait… Alors, il y en a une question sur les limites du bilan carbone. Quelles sont les limites finalement du bilan carbone? Et je pense que c'est peut-être les limites par rapport à la comptabilité analytique. Je pense que c'est peut-être ça là. Oui, alors le bilan carbone, ce qu'on lui reproche un peu ou pas, mais c'est déjà comme on l'a dit, c'est vraiment faut le faire pour faire un point zéro dans une entreprise. Il faut aujourd'hui le faire parce qu'en plus c'est subventionné, donc il faut profiter de cette occasion-là. Mais on va avoir l'impact que gaz à effet de serre. Et donc c'est vrai que les puristes, quand on s'intéresse à d'autres aspects aux limites planétaires, on ne prend pas tous les impacts environnementaux comme la raréfaction des ressources ou l'impact sur la biodiversité, etc. Et ça, c'est ce que fait plutôt l'ACV, l'analyse de cycle de vie, qui est beaucoup plus détaillée, qui va prendre en compte d'autres aspects que les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le fait de s'intéresser, mais l'ACV est beaucoup plus complexe. On va être sur des projets, sur des chantiers, sur un produit en particulier. Comment je fais mon produit. On va être lié à de l'éco-conception aussi. Donc, voilà. Donc, le bilan carbone, certes, mais il se concentre vraiment que sur les gaz à effet de serre. Que sur le réchauffement, comme on a l'impact de mon entreprise sur le réchauffement climatique. Très bien, très clair. Merci beaucoup Sylvain. Je pense que c'est tout sur la partie carbone. On a une question sur la partie
UbiGreen, puisque c'est peut-on faire des rapports ESG RSE avec l'outil qui a été montré tout à l'heure. Donc Oui, la réponse, je oui. confirme. Voilà, on a tout un ensemble de modèles de rapports existants. On peut exporter à tout moment les données vers un système externe, voire créer une API particulière avec un système de RSE qui serait déjà en place chez un client. Hein. Donc derrière, on a toute capacité à pouvoir en fait utiliser le référentiel UbiGreen comme point de sortie finalement vers un logiciel de gestion RSE ou l'alimentation d'un reporting global RSE ou ESG. Ok, très bien. Ben, c'est tout. On a terminé. Il me semble, je regarde rapidement et c'est bon. On a balayé toutes les questions qui ont été posées. De toute façon, si jamais vous avez besoin, Jeff, tu peux juste passer la dernière slide qui va conclure aussi, pour le coup, notre webinaire. Voilà, celle juste avec les coordonnées. Voilà, juste avant. Super. Voilà. Non, c'était celle juste après, un petit clic. Voilà, ça nous permet de conclure et ça me permet en tout cas de vous remercier, Sylvain et Jean-François, pour ce webinaire riche en informations, surtout avec l'approche bilan carbone et cette comptabilité carbone analytique qui vient détailler de manière assez fine les éléments de manière à ce qu'on puisse après mettre en place un plan d'action le plus efficient possible. Et voilà, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à contacter l'un de nos experts en fonction du sujet. Et moi, je vous remercie en tout cas pour ce temps passé. Et je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire UbiGreen. Donc, je pense qu'il aura lieu en juin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On va vous envoyer très rapidement une invitation sur le prochain webinaire qui aura lieu en juin et qui sera sur l'énergie également, plus sur la partie plan d'action. Donc, voilà. Merci Sylvain, merci Jean-François. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour un nouveau webinaire. Merci Caroline et merci à tous pour votre écoute. Avec plaisir. Merci, à très bientôt. Au revoir.